Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors très heureux aujourd'hui de recevoir Grégor. Grégor, est-ce que tu veux te présenter? Mais juste avant de te présenter, moi je vais dire un tout petit peu 2 mots sur toi. Il y a un truc on s'est appelé parce que tu cherchais à un moment donné, moi je forme des conférenciers, puis tu cherchais peut-être à te former à ça. Et rapidement, on a dérivé sur un sujet qui était une de tes grande traversée, on va dire. Et deuxième chose, moi qui était une de mes grands désirs ou grands regrets, parce que j'ai toujours pas fait ça, mais quand j'étais des jeunes nageurs, je voulais absolument traverser la Manche et tu as fait partie des rares personnes qui ont gravi cet Everest, qui est la traversée de la Manche. Alors voilà comment on s'est rencontrés. Mais qu'est-ce que tu peux dire de plus sur toi ? Le titre du podcast La Traversée, pour moi, me parle vraiment énormément. Et donc, on va parler de traversée. Ce que je peux dire sur moi, c'est que je suis un explorateur des temps modernes. Quand je dis explorateur des temps modernes, c'est que j'aime aller m'explorer et aller explorer mes différentes émotions. Et notamment des émotions qui peuvent me mettre en insécurité. Donc, je me suis lancé plein de défis, mais qui ont démarré par des choses du quotidien. Et en fait, c'est né malheureusement du décès de mon père. Et j'ai eu une tristesse assez grande et assez folle. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je peux faire de cette tristesse-là ? Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le monde des émotions, puisque je ne comprenais pas comment ça fonctionnait en moi. Et en fait, c'est ce qui m'a permis petit à petit d'aller me lancer des défis de plus en plus grands pour moi, jusqu'à en arriver à faire quelque chose de sportif, d'extraordinaire, et de devenir le 23e Français à avoir traversé la Manche à la nage, muni d'un bonnet de bain, d'une paire de lunettes et d'un maillot de bain. On pourra parler plus technique tout à l'heure, mais c'était un de mes rêves personnels que j'ai réalisé, mais j'ai fait plein d'autres choses autour, tout aussi engageant, je parle pour moi, même si en termes de performance, c'est différent, mais tout aussi engageant pour moi, comme de faire un combat de boxe anglaise il y a 1 mois, comme de lire toute l'œuvre de Zola, comme d'aller faire un Vipassana pendant 10 jours. Quel était mon rapport avec la cigarette, l'alcool. J'aime aller me découvrir, aller comprendre mon système émotionnel. Donc voilà un peu comment je pourrais me définir aujourd'hui. Et j'ai une passion depuis très longtemps. C'est comment poser les meilleures questions et me poser les meilleures questions pour aller découvrir ça. Et en fait, j'ai commencé à le transposer avec d'autres au fur et à mesure, avec des résultats. Je fais ça depuis 2016 maintenant. Je fais du coaching de top performers. Et moi, c'est un truc qui m'anime, mais j'aime la performance, mais quand il y a un sens fondamental derrière, puisque pour moi, c'est un driver qui est très, très fort. Donc, voici comment je pourrais me présenter, sachant que je n'ai pas du tout démarré en faisant ça. Ouais, alors, 2 choses que j'entends. J'aime bien ce mot explorateur des temps modernes, okay, parce que je me définis aussi comme un explorateur. Moi, de la joie ou de ce que je vis, donc on a des choses en commun, j'entends. La reconnaissance émotionnelle, j'étais pas très bon à ça, plus jeune aussi, et c'est pareil, c'est le décès de ma mère qui a déclenché tout ça. Alors comment se poser les bonnes questions ? Je pense que ça c'est un bon sujet. Comment se poser les bonnes questions ? Et c'est quoi une bonne question ? Je trouve que la manière de se poser des questions est sous-cotée aujourd'hui. Puisque en fait,
dans notre manière de fonctionnement, même si j'ai envie d'aller attraper le verre qui est en face de moi, il va toujours y avoir cette question de comment je vais attraper le verre, de quelle manière. Je vais pas le mimer là parce que on est en podcast, donc c'est un peu compliqué de le voir à l'image, mais je peux le prendre de plein de manières différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière je vais poser la question pour prendre ce verre qui va me permettre de le prendre de la manière la plus efficiente possible. Aujourd'hui, prendre un verre, ça paraît normal, mais ayant travaillé par exemple avec des personnes qui sont en situation de handicap et autres, bah, ça demande à se poser une question complètement différente que quand on a pris l'habitude. Et donc, pour moi, une bonne question, c'est une question qui va permettre en fait de pouvoir aller de manière ultra optimisée, aller à quelque chose. Là, on parle d'un acte physique, mais on peut aussi parler d'un acte mental, donc tout le bavardage mental qu'on va se poser. Et en fait, l'acte de la question, pour moi, est d'une importance capitale. Et donc, c'est de temps en temps aller juste jeter un coup d'œil quand on a envie de changer quelque chose, un petit comportement ou aller performer dans quelque chose, c'est d'aller voir c'est quoi les typologies de questions qu'on va aller se poser derrière. Et pour moi, c'est d'une puissance assez folle parce que juste en changeant un mot ou deux mots de temps en temps, bah, ça va permettre d'avoir un comportement peut-être différent et donc peut-être une pensée différente. Et donc, c'est un premier pas assez intéressant à aller creuser, je trouve. Alors, quelle est la question que tu t'es posée quand tu t'es dit, à un moment donné, il faut que j'aille comprendre ce truc qui sont les émotions? Si je reprends, j'ai eu 3 grandes phases dans ma vie. La première, c'est que je suis maçon de formation. Je sais construire un escalier, une maison. J'ai un bac professionnel en maçonnerie. Ça, c'était la première partie de ma vie. La deuxième partie de ma vie, je suis parti en voyage pendant 2 années où j'ai vécu dans une dizaine de pays différents. Vraiment juste en mode je me laissais bercer. Et une troisième plus entrepreneuriale qui a maintenant plus d'une dizaine d'années derrière. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose dans chacune de ces phases-là. Je traînais une émotion particulière. On a parlé de la tristesse suite au décès de mon père. Il y en a d'autres pendant le voyage, ça a pu être la joie. Mais je me suis rendu compte que t'as beau faire des milliers de kilomètres, moi qui pensais que j'allais mettre la tristesse loin et la laisser en France, elle venait se rasseoir à côté de moi à chaque fois. Et comme j'étais assez fort pour fuir ça, avec l'alcool, la cigarette, en sortant beaucoup, en testant plein de choses diverses et variées dont je ne rentrerai pas dans le détail, j'essayais de faire fuir ce truc-là. Tu veux pas faire la promotion? Je ne ferai aucune promotion là-dedans. Et j'étais très fort pour aller fuir mes émotions, qui ne sont ni plus ni moins qu'un message. Mais je voulais pas l'écouter, j'étais peut-être pas prêt, ou même je ne comprenais pas que c'était un message. Et à chaque fois que je faisais un acte pour aller la faire fuir, cette émotion, ou fuir cette émotion-là, bah, on revenait à un cran plus bas à chaque fois. Et ça m'emmenait dans une espèce de spirale qui était assez négative pour moi. Et c'est ce déclic-là où je me suis rendu compte qu'à un moment donné, soit je vivais comme ça ad vitam aeternam et que je me mettais la rate au courbouillon, ou soit à un moment donné, c'était qu'est-ce que je peux faire de cette émotion et comment je m'assois réellement avec cette tristesse sans la juger, sans en faire quelque chose de grand, d'excessif. Et qu'un homme aussi a le droit de pleurer avec un petit H et de savoir qu'est-ce que je fais de mon système émotionnel en tant qu'homme. Et c'est ça qui m'a commencé à ouvrir des livres et surtout à aller expérimenter. Moi, j'aime l'expérimentation. Le savoir et la connaissance, c'est incroyable, mais si on ne l'expérimente pas en vrai, comment aller vraiment ressentir les choses? Et j'avais envie de passer et développer cette partie-là de moi. Arrêter de se fuir. Moi, j'entends ça là. Arrêter de se fuir, okay, que ce soit pour accepter sa tristesse ou une autre émotion. Mais arrêter de se fuir, parce qu'effectivement, si tu vas d'un pays à un autre et que tu espères, comme tu dis, à chaque fois laisser un paquet derrière, ça marche pas. En fait, comme c'est à l'intérieur de toi, tu risques pas d'y arriver. Ça ne marche pas. C'est ça, voilà. Même si peut-être par moment on a laissé des bouts de soi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'entends bien là ton explication ou ton idée de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on prend conscience de notre fonctionnement et qu'on a envie d'aller mieux, peut-être tout simplement. On a envie de mieux se comprendre aussi. Je pense qu'il y a à la fois une connaissance de soi. Et donc cet explorateur, c'est quoi son étape après? Tu vois, dans ton processus d'exploration, bon, j'ai pris conscience que maintenant, ok, il y a des émotions, c'est des messages. Ok. So what après? Moi, je pars du principe que tu ne te connais pas dans la vie tant que tu t'es pas battu. Je pars du principe que tu ne te connais pas dans la vie
tant que tu t'es pas fait larguer ou t'as largué ou t'as fini une relation. Parce que je trouve que c'est dans ces moments-là, même si je n'ai pas envie que tu te fasses larguer ou qu'on se fasse larguer ou autre, mais je pars du principe que c'est dans des mondes un peu inconfortables que l'on se découvre quand même le plus possible. Je dis pas qu'on peut pas se découvrir dans la joie, au contraire d'ailleurs, c'est un état incroyable, mais comme plein d'états différents. Mais comme on est tous amenés peut-être à un moment donné à vivre ça, c'est intéressant de voir les différentes réactions qu'on va aller avoir par rapport à ça. Et donc, comme ce qu'on était en train de discuter tout à l'heure, je pense aussi que tu ne te connais pas tant que tu n'es pas allé voir des endroits complètement à l'état sauvage et naturel. On parlait de ça. Moi, je me suis lancé un jour un défi, c'était d'aller dormir dehors. Ça paraît bête, mais moi, c'était un truc qui me faisait peur fondamentalement. Parce que j'avais peur de ce qu'il pouvait y avoir autour de moi, de pas comprendre, de pas avoir la connaissance de ce qui se passait. En plus, je vais dans un environnement quand même qui était suffisamment safe. C'était une forêt française, honnêtement. J'avais pas grand-chose à craindre de grands prédateurs, à part si vraiment c'était vraiment le temps, c'était voilà, la fin pour moi. Mais tu vois, moi, je pense que c'est dans ce genre de défi-là où on va aller comprendre comment on va se passer. J'ai passé une sale nuit. Parce que tous mes sens étaient en éveil. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré comprendre comment mes différents sens vont aller s'adapter à ce qui se passe, à la lumière, à entendre des animaux dont je n'ai plus l'habitude d'entendre. Et je pense que de temps en temps, de se mettre dans des formes d'insécurité, même si c'est pas obligatoire, soit la vie va le faire pour toi, et elle le fera. Ou soit c'est aussi à nous d'aller regarder ces choses-là. Et l'insécurité n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Et donc, quand on me parle de sportifs ou de ces aventures-là, moi, c'est ce que je vais aller rechercher à ce moment donné-là. Donc, c'est au-delà d'une connaissance de soi et c'est d'aller vivre tout ce kaléidoscope des émotions. Parce que c'est ça la beauté de la vie pour moi. Même s'il y a des émotions qui sont un peu plus désagréables que d'autres. Bien sûr. Mais c'est ça la beauté de la vie. Oser se mettre en insécurité. Ça te parle? Oui, j'ai vécu ça beaucoup dans ma vie aussi. J'ai testé beaucoup de choses parce que j'avais peut-être besoin aussi comme toi, ou peut-être pour les mêmes raisons ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'affronter des plus grandes peurs. Peut-être pour voir, pour comprendre ce que c'est que la conscience. Tu vois, moi, c'est un des trucs qui m'a éveillé, en tout cas. Prendre conscience de qui j'étais dans ces moments dans lesquels, en fait, on est proche d'un bout, d'une extrême, peut-être qu'on n'est d'ailleurs pas proche du tout, on est peut-être très loin, mais on se fait croire parce qu'on est très capable de se faire croire beaucoup de choses. Donc je reviens à ton histoire d'insécurité, d'aller dormir dehors. Moi, j'ai eu la chance de faire ça depuis que je suis enfant parce que mon père nous faisait dormir dehors tout le temps. Donc voilà, toutes mes vacances, c'est ça. Donc j'ai toujours dormi à la Belle Étoile ou presque tout le temps. Donc voilà, je me suis fait réveiller par des chevaux qui me léchaient le matin. Enfin, j'ai eu des histoires des chiens qui me mordent la nuit. Enfin bref, j'ai plein d'histoires. Donc oui, il y a des moments qui n'étaient pas d'insécurité totale, mais qui n'étaient pas que de confort non plus. Voilà. Et donc, mais je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, je voulais aller à l'époque faire la traversée de l'Amazonie. Et donc j'ai emmené des copains pour aller dormir dans la forêt de Fontainebleau, parce que c'était la plus proche de Paris. Et puis assez grande, voilà. Et on avait des hamacs, on dormait dans les arbres, déjà rien que pour planter le truc. Mais je voyais que les mecs, ils savaient pas. Et puis ils étaient à 3 mètres de haut, mais ils n'ont pas dormi de la nuit, quoi. Donc moi, j'étais le seul à avoir dormi toute la nuit tranquillement. Et j'ai bien compris que le groupe de copains avec lequel je comptais partir, ça allait être compliqué. Voilà, il y en a aucun après ça qui m'a reparlé du sujet, si tu veux. Donc je comprends bien qu'on place pas tous le mot insécurité au même endroit. Bien sûr. Voilà. Et c'est important de se dire que l'insécurité passe pas forcément par quelque chose de physique en faisant absolument ce que fait Mike Horn et autres. Oui. Si je vais même plus loin, je vais dégoûter un paquet de personnes. Moi, la première nuit où j'ai dormi dehors, je me suis fait piquer par une tique qui m'a refilé un truc qui était pas très sympa. Ouais. Je n'ai plus aucun problème par rapport à ça, mais j'ai encore les marques de guerre, donc c'est joli, ça fait des marques de guerre. Mais la première fois où j'ai dormi dehors, j'aurais pu me dire mais plus jamais ça. Et c'est là où je me dis, quand je vois Mike Horn, je me dis, mais je n'ose même pas imaginer, mais toutes les parasites ou les choses qu'il a dû choper à ce moment. Mais
Ce que je vais arriver à dire par là, c'est que on a tous des insécurités différentes. Bien sûr. Si tu as peur d'être abandonné, moi j'aime aller voir. Si tu as peur d'être abandonné, va te faire abandonner. Va voir. Pas dans le sens vraiment dur du terme, mais en fait, je trouve ça intéressant que quand on va aller pousser le curseur, on se rend compte à un moment donné que le seuil de tolérance, qui peut être de douleur ou autre, on parle de traverser la Manche, je peux parler de la gestion du froid. On se rend compte que avec de la préparation et en retravaillant son système de questions, on peut arriver petit à petit à s'habituer à beaucoup de choses et surtout à prendre les informations qui nous sont données à ce moment donné-là. Et moi, c'est ce qui m'amuse vraiment, c'est d'aller comprendre les réponses qu'il y a en face de moi. Ça, j'adore. J'ai envie de comprendre ce qui se passe et je le théorise après derrière. Ouais. Alors donc, j'entends bien donc, de la traversée, donc, notamment de la Manche. Ouais. Qu'est-ce que tu as théorisé alors? On a parlé de gestion émotionnelle et moi, je vais parler d'un constat personnel. Je me suis longtemps senti médiocre. Médiocre, moyen. Ni bon, ni mauvais, médiocre. Faire un truc médiocre, je faisais des trucs médiocres, mes études étaient médiocres, même plus proche du bas que du haut, mais l'eau médiocre. Chacun sa définition de la médiocrité. J'entends. Okay. Mais et j'ai toujours eu un truc au fond de moi, et ça c'est assez paradoxal, même quand j'étais dans des moments de dépression forte, il y a toujours eu un truc au fond de moi qui me dit, Grégoire, tu vaux mieux que ça. Ouais. Et il y a une espèce d'étincelle qui me disait, mais en fait, t'es fait pour réaliser des choses extraordinaires, pas aux yeux du monde, mais à mes yeux personnels. Parce qu'il y a un truc très... Ouais, c'est quand même se regarder soi, vouloir aller faire une traversée de la Manche. Et il y a ce truc-là. C'est quand même un truc très personnel. On me demande souvent pourquoi. Oui, je vais te parler de l'association du cancer pédiatrique que j'ai sponsorisé, avec lequel j'ai travaillé à ce moment donné-là, qui s'appelle l'association Cassandra, et je vous invite à faire du don de sang. Oui, il y avait aussi une envie de partage avec ma compagne de l'époque, parce qu'on n'a pas pu partir voyager ensemble et qu'on avait envie de réaliser un truc extraordinaire. Mais à un moment donné, il y a aussi un truc très, très personnel là-dedans, où je me suis regardé et voilà, et c'était qu'est-ce que je pouvais aller y découvrir. Et moi, ma théorie là-dessus, c'est que pour sortir de la médiocrité, la vie t'a envoyé déjà des milliers d'informations te disant là où tu pourrais être bon, ou là, tu pourrais exceller. Pas exceller en termes de résultats, mais exceller dans ce qui te fait vibrer et oublier le temps. Et oublier Chronos. Et ce truc-là, moi, j'ai mis du temps avant de le redécouvrir. Je suis resté médiocre pendant un certain bout de temps jusqu'à me dire, OK, comment je peux transformer ça en faisant un truc extraordinaire à mes yeux? Et moi, ma théorie par rapport à ça, c'est que il faut écouter tous les moments donnés les plus compliqués de notre vie et les moments donnés où on a été vraiment dans une espèce de joie extatique et aller regarder ce qui nous a mis au plus profond et ce qui nous a mis dans les plus grandes joies. Et c'est là où, en fait, tu découvres ce dont pourquoi tu es fait depuis très longtemps. Et je t'en donne un parmi 1000. Par exemple, j'ai été délégué de ma classe de la 6e jusqu'à la terminale. Et terminale, plus après mon bac professionnel, délégué de ma classe. Plus après toute ma partie conducteur de travaux, délégué de ma classe. Même quand je ne me présentais pas. Et en fait, l'univers où mes potes... Moi, à l'époque, ils votaient soit pour Superman ou soit pour moi, parce qu'ils aimaient prendre du temps pour que ça prenne le plus de temps possible pour le délégué de classe. Mais en fait, ça m'envoyait un message comme quoi je pouvais avoir un rôle fédérateur à certains moments donnés et que j'étais pas mauvais communicant. Mais ce truc-là, je l'ai eu plein de fois dans ma vie et que j'ai repoussé à plein de moments. Et des histoires comme ça, j'en ai plein où la vie m'a montré là où je pouvais être pas mauvais, où je pouvais peut-être exceller. Et ma théorie, elle est celle-ci. Et là où je pouvais exceller, c'était rassembler une Dream Team pour aller m'aider à réaliser cette traversée de la Manche à la nage. Et ça, pour moi, ça a été un travail vraiment de compréhension de ce que je savais grosso modo faire. Ouais. Et donc maintenant, je m'entoure, quand je veux lancer quelque chose, je m'entoure de gens plus intelligents que moi sur la brique dans laquelle j'ai envie de progresser et qui va m'aider en fait à aller comprendre que je vais aller adapter et suradapter à moi. Et ça, c'est un truc que je fais depuis que je suis tout petit en fait. Et ça, j'ai commencé à le développer et ça en est devenu un peu un super pouvoir. Super. Et donc comment
tu vois, si tu voulais partager ton super pouvoir, Vas-y. a priori, on n'a pas de limite dans notre capacité. Et si tu m'as dit que tu étais une capacité de communication, de fédérateur, tu vois, tu as pris du temps à le comprendre. Donc il y a ça. Mais la deuxième chose, c'est que une fois que tu as compris que, ok, c'est en ça qu'on te reconnaît, ben, est-ce que toi, tu te reconnais? Ça, c'est la première partie. Tu vois, à quel moment je me reconnais? À quel moment je comprends? Et que je comprends exactement ce que ça veut dire. Pas le titre, tu vois. Le titre, c'est fédérateur communicant. Ok, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Pourquoi tu es le mieux pour eux? Ça vient pas du jour au lendemain. C'est un effet cumulé de plein de micros-événements où d'un coup, tu te dis pas, tiens, bim, ça bascule de l'autre côté. Moi, là où je l'ai compris, c'est que, par exemple, pour la traversée de la Manche à la nage, il y a plusieurs choses qu'il faut arriver à maîtriser, notamment la gestion du froid et la longue distance. Parce que tu vas rester plus de 12 heures en slip de bain dans une eau qui est en dessous de 16 degrés. Enfin, qui va être à 16 degrés médian, mais qui peut descendre très très bas et qui peut monter très haut. Donc tu as des chocs thermiques sur lesquels il faut adapter et suradapter ton corps. La première question que je me pose, et on en revient à la question, la première question que je me pose, c'est de qui je dois m'entourer, qui a le savoir, la connaissance et la compétence pour pouvoir m'aider à progresser en très peu de temps. Parce que j'ai 1 an et demi, 2 ans, c'est très peu de temps pour aller maîtriser ce truc-là. Et donc, c'est comment je vais aller le chercher. Google était mon meilleur ami à l'époque et j'ai reconnu Mathieu, qui habitait à 7 km de chez moi et qui était l'un des seuls entraîneurs en France à avoir fait passer un nageur. Sachant qu'on était à l'époque moins de 18 quand on a démarré, il y en avait moins de 18. Maintenant, on est moins de 30. Et aujourd'hui, c'était comment je vais aller chercher. Et là, je vais utiliser ma compétence, qui est de communicant, sachant que je ne suis pas un nageur professionnel. Sachant que lui, il entraînait des nageurs de haut niveau. Sachant que, deuxièmement, on ne se connaît pas. Et je vais lui demander de passer du temps avec moi sur quelque chose, même s'il a la maîtrise, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'il voudrait lui donner, me léguer du temps pour le mettre au service d'un projet auquel, déjà, qui est assez extraordinaire, mais comment je peux arriver à faire monter là-dedans. Et pour moi, la force de pourquoi je le fais était d'une importance capitale quand je lui ai expliqué. Et il le dit lui-même. Grégor, c'est pas le meilleur nageur du monde. Il me le dit encore. Il me dit lui-même que j'étais pas le meilleur candidat. Par contre, il a vu dans mon regard et par les actes que j'ai montrés au fur et à mesure. Je suis pas monté crescendo, je suis monté crescendo. Mais je lui ai montré tout le temps par des actes. Et en fait, c'est l'effet cumulé de ces actes-là, plus après aller chercher de la communication, donc comprendre empathiquement lui ce qu'il allait chercher. Ou moi, je lui dis, je peux ou je ne peux pas, tu vois, nourrir ce besoin. Mais si je le peux, viens, on va monter une équipe de fous. Et c'est ça qui est le driver. Et pour moi, le deuxième driver, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est, tu passes pas du temps avec quelqu'un si t'as pas d'acquaintance, d'envie de grandir, d'envie de progresser. Et moi, dans l'autre sens, je l'aidais, je le coachais sur des parties de sa vie derrière, et on passait du temps en voiture. Et moi, j'adorais aller le matin à l'entraînement. J'ai fait 1300 km d'entraînement en une année. Le matin à l'entraînement, j'adorais être dans la voiture avec lui. On avait le kayak sur le toit, plein mois de février. Lui, il mettait, tu vois, ses affaires d'Inuit. Et moi, je me foutais en slip de bain et je rentrais dans l'eau juste à côté de Lyon, à Miribel-Jonage. Et j'adorais ce décalage parce que lui, je le voyais tout le temps me regarder avec des grands yeux ouverts en me disant, mais comment il fait ça? Et moi, dans l'autre sens, je me dis, mais comment il fait ça? Comment il fait pour, tu vois, aller se cogner en plein mois de février alors qu'il a d'autres choses à faire, de vouloir venir avec son nageur et devoir aller le pousser dans ses retranchements à ce moment donné, sachant qu'il y avait quand même un peu de dangerosité dans ce qu'on faisait, parce qu'on va y rester en exposition froid assez long. Mais comment il fait ça? Et moi, le process, et ça, j'adore le process. Pour moi, le voyage, vraiment, il vaut autant que la destination. Et c'est ça, moi, que j'adore. Ah, bien sûr. Et c'est ça qui me fait kiffer. L'amour. Sinon, tu ne ferais pas l'entraînement. Ah, mais tu vois, j'ai beaucoup d'appels de gens qui veulent faire la traversée de la Manche. Il y a un espèce de grand rêve autour de ça, parce que c'est considéré comme l'Everest de l'eau libre. Mais moi, pour moi, la traversée de la Manche, elle se gagne en février.
quand t'es à 5h30 C'est dans ça. ton lit, il fait chaud, il y a ta compagne juste à côté, tu te dis non, j'ai pas envie d'y aller, il faut que tu manges parce que tu vas prendre un entraînement d'1 heure, il faut que tu rentres et tu sais exactement ce qui va se passer, l'impact du froid qui va avoir sur ton corps. Tu peux me regarder, j'ai beau faire le malin, rentrer assez facilement dans l'eau, mais la douleur, je l'ai quand même. Et mon cerveau, il l'a noté, C'est il ça. la connaît par cœur. Il sait ce que tu vas t'arriver. Il sait ce qui va t'arriver. Et en fait, pour moi, la grande puissance de la traversée de la Manche à la nage, c'est pas la traversée en tant que telle, mais parce que j'ai vécu l'enfer avant. Et où aller, ou le paradis, ça dépend des jours. Mais moi, j'ai plus appris les jours où j'ai refusé d'aller dans l'eau, et il n'y en a pas eu beaucoup, que les moments donnés où j'étais capable à la fin, et je dis bien à la fin, de tenir plus de 1h15 dans de l'eau à 10 degrés. 19, ça descendait très bas, avec des températures extérieures très très basses. Mais si tu vois de là où je démarre, mais il y a un monde total. Par contre, ma préparation et ma capacité de me focus en hiver sur ce sujet de je vais traverser la Manche à la nage et faire partie de cette petite poignée versus la douleur que je vais vivre, j'ai appris à jouer avec mon cerveau sur ok, je vais me balancer des shoots d'endorphine, de me dire oh, quel kiff de pouvoir aller réaliser ce truc versus la douleur que j'allais recevoir. Et puis, il n'y a pas meilleure sensation que l'eau froide. Honnêtement, il y a en termes de sensation corporelle, de connexion à la nature, je trouve que tu peux pas mentir à l'eau froide. Tu peux pas mentir au froid. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré faire, que j'ai adoré avoir. Ok, l'eau froide. Donc on a encore un fou furieux de l'eau froide. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup testé ça, mais voilà. 9-10 pour moi c'est très froid. En dessous, tu vois, jusqu'à 13, j'ai aucun problème. Pour moi, c'est les Caraïbes. Tu vois, non, je rigole. 13, ça va très bien. Mais après 13, j'ai mal à la tête. Ça, tu vois, ça... Ouais, mais la barre, elle passe. Ouais, en fait, si t'adaptes ton corps, la barre, elle passe toujours. Ah, par contre, elle peut faire mal. Elle fait mal, c'est ça que je dis. Et je suis allé dans du glacé aussi, qui est encore un autre sport. Pour moi, de 0 à 5, c'est au glacé. 2 salles, 2 ambiances. Moi, mes autres prédilections, celles que j'aimais, traverser la Manche. Bon, aujourd'hui, j'ai perdu toute la graisse que j'avais pris, mais j'ai quand même pris 7 kilos de graisse juste pour pouvoir protéger mon corps. Ouais. Et on est en train de parler de nature. Et j'ai une petite anecdote là-dessus que j'adore raconter. Il y a un journaliste qui vient faire un reportage photo, un journaliste du Progrès. Si tu tapes mon nom et mon prénom sur Google, c'est la première ou la deuxième photo, si tu veux aller regarder. Et le journaliste arrive, et moi qui ai beaucoup travaillé avec beaucoup de journalistes, à un moment donné, j'ai toujours été un peu déçu entre ce que je disais et ce que le journaliste mettait. Mais ce qui est normal, il y a sa patte, ses croyances, il y a tout ça derrière. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Et le journaliste arrive et il fait une double page incroyable. Il m'écoute, les mots sont incroyables. Il parle de l'association, il parle de l'entraînement, il parle de la traversée mode Matthew Webb, parce que c'est le premier nageur à l'avoir fait en 1840 et des brouettes à reprendre la date. Et donc, moi, je vais chez mon marchand de journaux. Lui, il avait fait tout droit, lui. Hein. Il l'avait fait tout nu, avec de la graisse de marsouin derrière, et ça avait pris un certain temps. Et le journaliste donc fait le papier et tout ça, il prend une photo. Et moi, j'arrive, je vais chez mon marchand de journaux. Quelques jours plus tard, je prends le journal, je l'ouvre et tout ça. Je commence à lire un peu, et franchement, hyper bien et tout ça. Et c'est très drôle parce que moi, je me vanne beaucoup et j'adore l'humour, en fait, pour désacraliser plein de choses. Et il a repris une vanne que je lui ai dit. Et c'est marqué « Grégor, 1m90, 97 kilos, n'a pas le physique d'un mec qui nage plus de 12 heures par semaine. » Et c'était moi qui avais fait cette vanne. Ouais. Et je vois ce truc, et il l'a repris en marrant, et je regarde la photo qu'il a prise. Ah la vache. Je vois la photo de moi avec mon slip de bain le plus moche du monde, gros comme c'est pas possible, mais vraiment hyper fat dans ma tête, en me disant « Grégor, tu n'as jamais fait autant de sport de toute ta vie et tu n'as jamais été aussi gros de toute ta vie. » Et il y a un truc dans ma tête qui s'est passé à ce moment donné-là. Et j'ai commencé à me maltraiter. À me dire, mais c'est vrai, Grégor, t'as jamais fait autant de sport de toute ta vie, t'as jamais été aussi gros de toute ta vie, tu t'es jamais senti aussi mal avec une sale image de toi, un truc vraiment horrible et dégueulasse. Et pendant 1 à 2 semaines,
mon entraînement a commencé à être en chute libre et à baisser. Parce que j'étais en train de me maltraiter. J'étais en train de me dire, mais c'est vrai que t'es gros, c'est vrai que t'es moche, puis ta femme, elle a pas signé pour que tu prennes 7 kilos. Normalement, les 7 kilos, tu les prends en 10 ans. Elle a pas signé pour que tu les prennes en une année. Et moi, ce truc-là, il a été vraiment, vraiment déclencheur parce que quand je regarde cette photo, je regardais pas le sportif, je regardais juste l'image que j'avais de moi-même à ce moment donné-là. Sauf que quand il est venu prendre la photo, je tenais plus d'1h15 dans de l'eau à 10 degrés. On doit être en France, 1h15 à 10 degrés, on doit être en France, moins d'une cinquantaine à être capable de faire ça. Et moi, je me suis focalisé sur la mauvaise chose. Et ça en est venu à une question fondamentale chez moi. C'est quoi ton prix à payer ? C'est quoi le prix à payer pour aller réussir ça ? Et je ne parle pas de dolorisme. Je parle juste que pour pouvoir réaliser un exploit comme celui-ci, ça demande de mettre ton focus sur quelque chose de précis. Et pour moi, c'était de prendre de la graisse et pour faire ce dont pourquoi la graisse est faite et pour tous les animaux qui existent sur cette planète. Pouvoir te protéger du froid. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un très, très bel apprentissage à ce moment donné-là. Quel est mon prix à payer et où est-ce que je mets mon focus ? Super, belle histoire. Alors, tu as revu ce journaliste ou tu... C'est un ami. Oui, d'accord. Je l'aime beaucoup. Tu as dû lui expliquer un petit peu ce que son article avait créé pour toi. Et je lui ai expliqué il a refait d'ailleurs un article 1 an plus tard, l'après-traversée de la Manche et tout ça. Et là, il a dit Grégoire est devenu beau gosse. Non, on n'en était pas là, mais en tout cas, c'était intéressant de voir l'impact que ça a fait. Et ma compagne de l'époque m'a vraiment aidé à ce moment donné en disant mais Grégoire, réfléchis 5 secondes à ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de laisser partir quelque chose de très visuel et physique. Et pour exorciser mes démons, j'ai fait un TEDx à Poitiers, qui était un autre de mes rêves. Et je l'ai affiché en grand, en plein milieu, sur l'un des plus grands écrans géants, comme ça. Bon, j'ai pas de problème. Et j'arrive à dealer avec ça. Tu avais besoin d'exorciser ce truc. J'ai exorcisé ce truc-là. Ok, superbe. Donc ouais, on a besoin d'exorciser nos peurs aussi. Hein, carrément. C'est toujours intéressant de voir où se placent nos peurs, nos idées, l'idée du problème qui n'est pas obligatoirement celui pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Comment notre cerveau fonctionne ou dysfonctionne pour nous permettre d'y arriver ou au contraire pour nous empêcher d'y arriver. Ça, je suis toujours assez impressionné à quel point on est capable de créer sa propre difficulté ou une réflexion peut changer ta carrière. Complètement. C'est fou, hein. Et en fait, je trouve ça assez fou que une phrase anodine, même tu te souviens, allez, au-delà de tes parents et de ton environnement, même de quelqu'un où tu ne te souviens plus de son nom et de son prénom, à quel point ça peut... Je vais le dire en anglais parce que je trouve que le terme est fort, c'est shaper. C'est vraiment shape ta manière, tu vois, de penser à ce moment donné-là, alors que cette personne n'a eu qu'un impact, une seconde, une minute d'impact dans ta vie. Et je trouve ça intéressant d'aller de temps en temps aller jeter un coup d'œil à certaines petites phrases, mots, regards, réflexions. Parce qu'en fait, on se forme comme on se déforme ou on se transforme. Donc tout ça, ça parle bien de la forme. Et donc, pour autant, on parle de quelque chose qui est donc extérieur et ça vient d'un processus intérieur. Oui, tout à fait. Et ça vient peut-être nourrir certaines insécurités, certaines peurs. Moi, typiquement, de l'image que j'ai, de l'image que je veux renvoyer ça vient chercher ces choses-là. Et moi, c'est vraiment ce que je vais chercher. C'est vraiment ce truc-là. Et il y a une autre histoire que j'adore sur la traversée de la Manche. La traversée de la Manche à la nage, ça m'a pris 14 heures et 1 minute. Je me suis fait piquer par des méduses au visage 4 fois. Les méduses n'étaient pas mes meilleurs amis. D'ailleurs, je m'en suis fait tatouer une sur l'avant-bras. Encore pour exorciser ou... Non, pour me rappeler qu'on peut faire des trucs extraordinaires. Et un de mes potes m'appelle 3 semaines après. On parlait de dopamine et autres. Pendant les 3 semaines après, Grégoire, tu as réalisé ton main objectif, le truc le plus incroyable et tout ça. Donc, tu sais, tu restes dans cette espèce d'euphorie. Mais pour avoir discuté avec des champions olympiques, pour avoir discuté avec les plus grands sportifs, moi, je comprends pourquoi il y en a qui partent en dépression derrière. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais de ta vie après avoir réalisé quelque chose auquel tu as tellement été obsédé et pensé
que quand ça arrive, ça arrive. Et quand ça n'arrive pas, ça emmène à d'autres choses. 3 semaines après la traversée de la Manche, je suis encore très haut, en joie. Un pote m'appelle et me dit, je le cite, hein, il me dit « Grégor, tu nous as fait chier avec ta traversée de la Manche » en rigolant, hein, mais tu nous as fait chier avec ton entraînement. Est-ce que tu as vu ce qu'a fait Sarah Thomas ? Sarah Thomas, qui est une amie. Sarah Thomas, 3 semaines après moi, a fait traverser de la Manche. Donc aller, retour, aller et retour. Elle l'a fait 4 fois. Et je ne m'enlève pas qu'elle avait fait 4 fois. Je crois qu'elle avait fait qu'un aller-retour. Non. Elle a cassé le game. Et moi, je suis au téléphone, je suis un peu abasourdi. Parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait. Et tu vois, et tu sais quelle est la première voix qui vient dans ma tête ? C'est marqué « Grégor, t'es vraiment nul ». C'est la première chose que je me dis quand il me dit ça à ce moment donné-là. « Grégor, t'es vraiment nul ». Et ce truc-là, il a été hyper marquant. Parce que quand je raccroche au téléphone, tu vois ce début de bavardage mental qui est en train de se dire « Tain, elle a fait mieux que toi, ça a été mieux ». Et pour moi, c'est la différence entre un rêve et une mission de vie. Sarah Thomas, c'est la meilleure nageuse de la planète. Tout son environnement est tourné autour de la natation longue distance, de l'eau libre. Et eau libre, parlons-en, c'est un sport incroyable. Tu nages dans des environnements incroyables comme super dégueulasses, mais c'est l'eau libre, quoi. Elle, c'est sa mission. Elle vit ça, elle mange ça, elle dort ça. Pas moi. J'ai vécu ça, j'ai mangé ça, j'ai dormi ça de manière obsessionnelle pendant un temps assez court, si tu regardes bien. Elle, c'est sa vie, elle ne passe que là-dedans. Et ça, c'est important aussi en termes de comparaison. Tu ne pourras pas enlever qu'un être humain se compare à l'autre. Mais il faut faire attention à quoi on se compare et de quelle manière on se compare. Et là, pour le coup, Sarah, moi, je suis tellement heureux qu'elle ait réalisé ça parce que, girl power, et deuxièmement, elle a vraiment fait quelque chose qui était au fond de ses tripes. Moi, c'était un rêve que j'avais au fond de mes tripes, mais j'avais pas envie de faire, toujours d'être dans cette comparaison de devoir faire plus. Je voulais réaliser ce truc. C'est fait. Comment je passe à autre chose et comment je garde ce moment donné pour moi qui était très... Parce que pour moi, nager, il y en a qui vont à la messe tous les dimanches. Moi, j'allais nager le matin dans mon lac. Je voyais mes silures, je voyais mes carpes, je voyais mes cygnes pas loin. Je voyais de l'eau où je pouvais rentrer en plein mois de février dans des endroits qui étaient féeriques et magiques, durs, crus, mais féeriques et magiques. Et moi, j'ai adoré ce process-là. J'ai adoré. Donc voici encore un gros apprentissage, tu vois, sur ce truc-là. Ouais, qu'est-ce qu'on se raconte ? Paradoxalement, même quand on a fait un exploit, donc on n'échappe pas à ces démons. On n'échappe pas à ces démons, non. Et je crois même, je pense, et là je me suis remercié de m'être posé cette question. Ok, avec quoi tu ressors de ça ? Parce que pour moi, quand j'ai préparé la traversée, et comme on disait tout à l'heure, avec ma capacité de communication, moi je fais un truc, c'est qu'en fait, je vais interviewer des gens qui ont déjà fait tout ou partie de ce que je rêve de faire. Tout ou partie veut dire gestion du froid. Je suis allé voir des nageurs de froid, d'eau glacée, je suis allé tester. Et en fait, moi, je vais écouter le système de croyance de la personne en face de moi. Je vais essayer de l'implémenter dans mon cerveau. Je prends ce qui marche et je l'accélère et je dégage tout ce qui ne fonctionne pas en termes de croyance. Mais ça ne veut pas dire que j'y arrive complètement, mais je change l'histoire, parce tu parles d'histoire depuis tout à l'heure, je change l'histoire que je me raconte. C'est comme la fameuse histoire de quand tu vas rester dans une eau à 2 degrés, tu ne peux pas rester plus de 2 minutes. C'est faux. C'est faux. C'est un moyen de se sécuriser, je l'entends. Mais en fait, aujourd'hui, des nageurs d'eau libre, et moi, pour avoir fait du kilomètre que je n'ai pas validé en compétition, mais que j'aimerais valider un de ces 4, moi, j'ai fait du kilomètre en eau glacée. Et donc, normalement, si c'était dans une eau qui était à 3,9 degrés, normalement, tu ne peux pas y rester plus de 3-4 minutes. Faux. Moi, j'y suis resté aujourd'hui sur ce kilomètre-là. J'ai fait une vingtaine de minutes. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu vas toujours pouvoir adapter ton corps à ce qui est en train de se passer. Et ce qui est important, c'est d'aller regarder les histoires qui se racontent. Mais tu passes pas de 23 minutes du jour au lendemain comme ça. C'est un entraînement constant qui va aller t'emmener à. Et c'est cet entraînement qui est intéressant. Parce qu'il y a des jours, tu as envie d'y aller.
Et il y a des jours, tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Et c'est ceux-là les plus importants. Parce que c'est quelles ressources tu vas aller mettre en place pour pouvoir aller rentrer dans cette eau-là. Et moi, des gens parlent du yang, ils parlent des grosses énergies, rentrer, ouais, moi je suis fort, je vais rentrer à l'intérieur. Alors que c'est un truc d'acceptation. Il faut accepter la douleur, que la douleur arrive. Il faut accepter qu'elle arrive, mais il faut accepter aussi qu'elle va repartir. Si tu n'acceptes pas ce mécanisme-là, tu peux y rentrer en force. Tu vas y rentrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais le jour où tu es dans un mauvais mood, où tu as passé une mauvaise journée, où tu es assis et que tu dois quand même y rentrer, bah, tu veux y aller en force, mais à un moment donné, la force, ça passe plus. C'est comment tu acceptes. Et c'est ça que j'adore avec l'eau froide. C'est que tu peux pas lui mentir. Tu ne peux pas mentir à l'eau froide. Tu ne peux pas mentir à l'eau glacée. C'est pas possible. Tu ne peux pas que naître dans l'instant présent. Et ça aussi, pour moi, ça a été un vrai révélateur. Parce que beaucoup veulent traverser la Manche à la nage. Mais qu'est-ce qui se passe en février? Et qu'est-ce qui se passe au mois de mars? C'est ça la question. C'est ça, tu ne peux pas mentir à l'eau froide. C'est un bon titre. Ouais. J'ai entendu en fait plein de choses là. Que tu disais notamment que tout le travail que sur la douleur, sur la peur de la douleur, sur l'acceptation. Moi, ça évoque en fait la notion d'être prisonnier de soi-même. J'ai fait une conf sur d'être prisonnier de nos peurs. Et voilà, ça fait écho à ça pour moi. Je pense qu'on est prisonnier tant qu'on n'en est pas sorti, hein, d'accord. On est prisonnier de nos croyances, on est prisonnier de nos systèmes, on est prisonnier de l'idée que l'on se fait, jusqu'au moment où effectivement, pour moi, si on a mis une porte, c'est qu'on a mis une clé. Tu vois, ou alors la porte n'est pas fermée. Alors. Ouais, voilà. Mais s'il y a une ou serrure, la clé, ou faut trouver ou la clé est quelque part dans tes poches. Voilà, c'est ça. Mais c'est nous qui avons fermé les portes. Bien voilà. sûr. Mais il faut aussi accepter que c'est bien que certaines portes soient fermées à certains moments. En fait, oui, c'est une protection. Je pense que ouais. Et moi, le truc qui m'a toujours amusé là-dedans, c'est que en fait, c'est fait pour nous protéger. Quand si je reprends et je parle de l'extérieur, puisque moi c'est les atavismes familiaux, c'est un truc qui me fascine. C'est pour ça que je me suis amusé à lire toute l'œuvre de Zola, par exemple les Rougon-Macquart, parce que je trouve ça assez incroyable la manière dont Zola va en fait passer les différents, lui va presser ça des traits de caractère, mais il va aller passer les différents traits de caractère aux différents personnages. Aujourd'hui, en tant que coach, tu vas parler du système de croyance qui t'a été donné par ton environnement. Moi, j'aime le beau mot et l'atavisme familial, je le trouve intéressant. Et c'est très marrant parce que quand je vais voir ma mère pour lui dire « Maman, j'ai décidé de faire la traversée de la Manche à la nage », dans sa première phrase, je crois qu'il y a 6 fois le mot « non ». Ouais. Et en fait, je lui en veux pas. Mais je comprends, je suis son fils, je suis en train de lui dire que je vais aller me balader en slip de bain pendant plus de 10 heures dans une eau à X degrés, mais n'importe quel parent sur cette planète ne voudrait pas que son fils le fasse. Ou, sinon, il le cache très bien. Et en fait, c'est un instinct de protection. Et je lui ai dit, maman, écoute, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie que tu me files ta peur. Parce que on est des animaux d'émotion, hein, on passe nos peurs de manière quasi constante. Je vais peut-être moins te voir pendant un certain moment, mais par contre, laisse-moi monter mon projet et te montrer que je dérisque chaque chose que je suis en train de faire. En fait, à chaque fois que je prends la parole ou que je vais en conférence et autres, je l'explique. Je suis la personne la moins folle du plateau ou de personne en face. Tout ce que je fais, en fait, je ne vais pas aller prendre un risque inconsidéré de manière quasi constante. Et ça, je l'ai appris en interviewant des sportifs qui font des choses extrêmes. Tu peux considérer la traversée de la Manche comme quelque chose d'extrême, mais je suis à discuter avec des surfeurs qui surfent des vagues à Nazaré de plusieurs étages. Et moi, un surfeur un jour m'a dit, tu sais Grégoire, quand je suis dans une vague comme celle-ci, je suis qu'à 90% de mon max. Toujours. Parce que la nature est plus forte que moi et que ces 10%, je pourrais m'en servir à un moment donné pour avoir de la survie et autres. Et moi, je pense que c'est pas de sortir de sa zone de confort en tant que tel, c'est de repousser ce 90% et d'avoir toujours ces 10% de marge. Exactement. Parce que je peux faire le malin, mais moi, je suis sorti du lac, j'en ai des frissons, je suis sorti du lac en rampant.
avec des états de froid et d'hypothermie où je me suis jamais mis en danger. Mais j'ai senti que, tu vois, ça pouvait basculer quand même assez vite. Et on faisait les malins avec mon coach. Il devait faire 70 kilos tout mouillé. Moi, je faisais 97 kilos pour monter un mec comme moi sur un kayak. Si tu le vois en hypothermie, il va falloir aller très vite. Et je parlais d'amour et de confiance. Et ça, on en vient. Moi, je déléguais pas cette partie-là, mais par contre, je déléguais une partie de ma sécurité physique à mon coach. Donc, c'est pour ça qu'il a travaillé la couleur de ma peau pour voir où est-ce que j'étais en hypothermie. Il me posait des séries de questions pour voir où est-ce que j'en étais mentalement parlant. Et en fait, on a monté un protocole jusqu'à aller nager dans des conditions où en fait, on ne voyait pas à 2 mètres et je ne devais faire confiance qu'à lui. Pourquoi ? Parce que moi, pris dans mon truc, émotionnellement parlant, qui veut absolument gagner, je ne suis pas apte à savoir si je peux continuer ou pas. Parce que moi, je veux continuer. C'est comme un boxeur qui se fait arrêter. On peut parler boxe après, mais ton coach, il le sait, lui, quand il faut t'arrêter. Parce qu'il sait ce que ça va te faire à ton cerveau ou il sait ce que ça va faire physiquement. Et ce truc-là aussi, c'est important de s'entourer de personnes qui vont être en capacité, et c'est pour ça que le lien d'amour pour moi est important, c'est d'avoir cette capacité-là à te connaître et tu vois, à aller créer ce lien qui existe entre les uns et les autres. Est-ce que la responsabilité, faut savoir la déléguer, quoi ? Ouais, mais pas à 100%. Il faut prendre sa responsabilité, mais il y a certaines choses dans l'effort et dans l'acte que tu ne peux pas voir. Moi, je ne peux pas ressentir. Je connais mon corps par cœur, mais sauf que si ton corps a décidé de se mettre en rideau et d'être en hypothermie totale, parce qu'il y a quand même quelque chose de très mental, il y a quelque chose de physiologique qui se travaille, mais il y a quelque chose de très mental. C'est surtout si tu décides d'arrêter, ton corps peut se mettre en rideau très, très, très rapidement. Et j'ai vu beaucoup de nageurs se mettre en blackout. Et je vois beaucoup de nageurs faire de la préparation, mais ne se rendent pas compte de la vitesse et de la violence auquel ça peut aller parce qu'ils ne sont pas allés se confronter à ça en se disant « Oui, mais j'ai une combinaison. Oui, j'ai machin. » Oui. Mais si tu sautes dans l'eau et que tu te demandes si elle est chaude ou elle est froide, c'est mort pour toi. Il faut que ça soit un non-événement. Il faut que l'eau froide soit un non-événement. Et c'est comme ça que j'ai monté l'histoire que je me raconte. C'est je ne suis pas plus fort que la nature. Je ne le serai jamais plus fort. Par contre, c'est comment je peux jouer dans cet environnement-là. Et qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans cet environnement-là. Et donc, c'est pas je vais dans l'eau froide, je sors, je me réchauffe. Non. C'est je sors de l'eau froide, je me sèche, je reste dans le froid pour habituer mon corps à vivre. Et ça fait partie de l'équation. Le froid fait partie de l'équation. En hiver, je sortais en chemise parce que je voulais que le froid devienne une amie et qu'elle fasse partie de mon équation et non de « c'est mon ennemi » et je me remets au chaud très rapidement. C'est comment elle fait partie de moi. Ça n'a pas été facile à vivre pour ma compagne à l'époque où je ne mettais pas le chauffage dans l'appartement. Ouais, c'est ça. Elle était heureuse de te retrouver sous la couette. Elle était, on peut dire ça comme ça. Mais après un bain froid, pas tellement. C'est ça, exactement. Garder de la distance. Okay. On a beaucoup parlé de ta traversée. Est-ce que tu as d'autres traversées dont tu as envie de nous parler ? Ou d'autres bonnes questions ? Des questions de la manière efficiente que tu as envie de partager ? J'aimerais qu'on parle du deuil, en fait. J'en parle jamais et c'est un sujet qui, pour moi, a été toujours très dur. J'ai perdu très jeune des membres de ma famille. Et en fait, quand tu es enfant, tu t'attends à ce que tes parents t'expliquent ce qu'il faut faire derrière. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils savent pas. C'est ça. Et pardonne-moi du terme, mais c'est la merde. En tout cas, au-delà de... C'est pas qu'ils ne savent pas. C'est que, pris par un sentiment émotionnel de c'est mon frère, c'est mes parents, c'est... En fait, c'est normal qu'eux-mêmes vivent cette espèce de tsunami. Et en fait... moi, j'ai un truc que j'ai vécu, que j'ai appris avec le deuil. Donc, c'est un truc qui a fait partie de ma famille pendant longtemps, puisque on a vécu pas mal de décès et je ne savais pas quoi foutre de ça. Donc, moi, comme un bon bonhomme, je prenais et j'ai empilé ça à l'intérieur. Je réfrénais, je chantais des larmes, je réfrénais. Tu vois, ça a été un truc qui a pendant très longtemps. Et le truc le plus salvateur que j'ai eu là-dessus, c'est un jour de me poser sur mon canapé et d'inviter la tristesse à côté de moi.
de l'inviter vraiment, sans la juger, sans dire si c'était bien ou mal, même si je pensais que c'était mal, et essayer de comprendre ce qu'était le message à l'intérieur. Et pour moi, je pense que le deuil, et j'ai eu beaucoup de culpabilité de me dire que si j'ai plus de tristesse, ça veut dire que je pense plus à l'autre, ça veut dire que l'autre a pas vraiment compté dans ma vie et autres. Et j'ai dû retravailler, tu vois, tout ce mécanisme intellectuel et toute cette histoire. Et là c'est mon cerveau qui parle, mais tout ce qu'il y avait au fond de moi, dans mon estomac, dans mes tripes, que j'avais le droit de les faire sortir en tant qu'homme, que j'avais le droit de pleurer en tant qu'homme, et que j'avais aussi le droit d'écouter le message qu'il pouvait y avoir derrière, que ça fait partie de la vie et que c'est aussi une forme de beauté. Quand je vois des startups américaines qui tentent de tuer la mort, moi, ça me fait peur. Parce qu'en fait, l'une des beautés là-dedans, c'est cru, c'est dégueulasse, c'est horrible, il y a plein de termes qu'on peut aller utiliser, mais je trouve que c'est ce qui fait que la vie vaut vraiment le coup, d'essayer d'être vécue. Moi, je le passe par le faire. Mais pour moi, c'est ce qui donne le sel fondamental de la vie. Et j'ai mis du temps. J'ai mis 10 ans à le comprendre. Et j'ai mis 10 ans à me niquer la santé pour essayer de ne pas me foutre en face de ça, mais que en fait, c'est pas si dur, ça l'est, mais c'est pas si violent qu'on le pense. On a tendance à en faire une montagne incroyable. Mais qu'en fait, on peut tourner ça d'une manière complètement différente. Et donc, j'ai mis du temps on parlait de traversée, ça c'est une sacrée traversée, et j'en vivrai d'autres, et tu peux le vivre de plein de manières différentes. Mais c'est de me mettre... c'est de me mettre le plus rapidement en face. Maintenant, qui est mon motto, c'est OK, comment je me mets plus rapidement en face de cette tristesse, et ça ne fait pas moi un mauvais fils, un mauvais petit-fils, un mauvais neveu, de me dire que en fait, la tristesse fait partie du système, et que voilà, elle est faite pour sortir, elle est faite pour te filer un message, elle est faite pour dire que la vie est faite ainsi, et que tu as le droit de tourner la page, et que tu as le droit de prendre les moments de tout ce que tu as appris avec ces personnes-là, à ce moment donné-là. Et ouais, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, même dans le monde du travail, même dans ces choses-là, on a tendance, tu vois, à le cacher, à pas le montrer, alors que ça fait partie intrinsèquement des êtres humains, des animaux, du système dans lequel on vit, quoi. Surtout, en fait, donc là, tu me parles d'une traversée intérieure, après cette traversée extérieure fabuleuse, là. Et je pense sincèrement que on a une mauvaise compréhension de nos émotions. En tout cas, comme elles ne sont pas enseignées, on ne les comprend pas. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des messages. Donc, si je ne comprends pas les messages, c'est difficile de trouver le chemin. Pour moi, c'est comme des panneaux du code de la route, tu vois. Et si je ne comprends pas que, par exemple, la colère, ça pourrait être un feu rouge, quand je traverse le feu rouge et que je le grille et que je me fais rentrer dedans, je traite l'autre de connard. Voilà. Mais je sais pas qui est le plus connard des deux, tu vois. Après, c'est le côté latin. On a envie de traverser. Donc, voilà, je sais pas exactement comment on voit les choses, mais pour moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt des panneaux. Et comme je n'entends pas les messages, je ne comprends pas les messages, c'est comme parler une autre langue, et que je ne ressens pas l'énergie de la langue. Parce que si je ressens l'énergie, je peux comprendre que c'est un nom quand même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, pour moi, c'est ça, le deuil, c'est apprendre à vivre avec la vie, parce que la mort fait partie de la vie, donc apprendre à vivre avec la vie. Et ça peut être ses souffrances, ses douleurs dont on a parlé tout à l'heure, Bien sûr. comme ces moments où on doit passer un cap, passer à autre chose. Complètement. Et la tristesse nous permet de passer à autre chose. Ouais, mais il y a une espèce de croyance commune dans laquelle j'ai adhéré pendant très longtemps, que ça prend beaucoup de temps. En fait, je pense que ça prend moins de temps qu'on le pense à partir du moment donné où on est prêt à se mettre en face et à s'asseoir. Mais quand je parle de s'asseoir, je m'assois. Je me mets à côté, ou je prends une chaise et je le mets en face. Et ça fait un peu schizophrénique, mais sinon elle est là constamment, elle te prend, et c'est ça qui est assez fou avec les émotions, c'est que si tu l'as pas écoutée une fois, elle revient toujours. Mais elle revient plus fort.
tellement de manières différentes et pas plus fort, genre un smash, mais ça... plus fort, un tout petit peu plus fort et un tout petit peu plus fort et un tout petit peu plus fort, jusqu'au jour où ça peut se transformer. Enfin, le médecin chinois que tu es, c'est un truc qu'on comprend quand même depuis pas mal de temps, même si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Mais je vais te faire ce parallèle-là. Et moi, c'est un sujet pour l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. J'ai un père qui est décédé d'un cancer du pancréas. Et pendant plus de 20 ans de sa vie, son corps lui envoyait des messages. Son estomac lui envoyait des messages. Oui, mais je mets ça plus tard. Oui, mais je vais pas aller voir le médecin. Oui, mais c'est normal. Oui, mais j'ai des responsabilités. Oui, c'est vrai. Mais moi, il m'a appris un truc dans cette histoire. C'est que même si le message il n'est pas envoyé intellectuellement, ne t'inquiète pas. Ton corps va trouver un moyen de te l'envoyer. Et moi, c'est ce que je ressors avec la tristesse qu'il y avait derrière. C'est qu'on parlait d'atavisme familial. Moi, j'avais peur d'avoir ce truc, tu vois, de l'estomac et tout. Même de temps en temps, tu vois, j'ai un peu une fixette dessus. Et moi, c'est ce que m'a appris son décès. Il me manque. Ça serait te mentir de te dire l'inverse. Mais cependant, l'un des messages, c'est... Aujourd'hui, la différence, je ne sais pas si je ferais mieux, moins bien, et je ne veux pas avoir de débat là-dessus, mais en tout cas, si mon corps m'envoie un message, je te jure que je l'écoute à mort parce que d'avoir vu ça... Mais tu connais les conséquences. J'en connais les conséquences. Et ça a mis 20 ans quand même. Bordel. 20 ans, t'aurais pu aller chez le médecin. Et je ne vais pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, c'est important d'aller prendre. Tu vois, c'est d'aller prendre ces informations. Et pour moi, c'est l'un des messages. Si on se rappelle qu'en fait, on est là grâce à tous ceux qui nous ont précédés, c'est peut-être une partie de son legs. Bien sûr. Mais te permettre de savoir qu'il faut peut-être écouter son corps. Exactement. Surtout si on a décidé de faire la traversée. On n'aura pas le temps d'aller là-dedans, mais moi, je suis allé affronter une autre de mes peurs qui, pour moi, était encore plus grande que celle de la traversée de la Manche. Parce que quand je parle de ça et que je fais des conférences, tout le monde dit « Oui, mais moi, j'ai peur de ce qui est en dessous et machin. » Mais moi, si c'était mon moment, mais si tu devais me faire bouffer par un mégalodon, je serais heureux d'être le premier à se faire bouffer par un mégalodon. Ça n'existe pas, je sais. Ça n'existe plus. Je suis allé affronter une autre de mes peurs fondamentales. Je suis allé faire un combat de boxe devant 500 personnes, alors que j'ai peur de faire mal à l'autre. La première fois que j'ai mis le coup de poing dans quelqu'un, j'ai voulu le prendre dans mes bras et je voulais lui faire un gros câlin. Ouais. Moi, je me suis excusé la première fois que j'ai mis un coup de poing. Et là, on en vient à un autre sujet, et je sais qu'on ne pourra pas développer ça, mais tu vois, tout à l'heure, je t'ai énoncé... Moi, je pense aussi que tu ne te connais pas tant que tu t'es pas battu. Et je dis pas de se battre pour se battre. Je ne prône pas la violence. J'étais formé à la CNV. Enfin, tu vois, j'ai tout ce truc-là. Végétarien, alors, oh là là, l'homme soja, entre guillemets. J'ai adoré cette facette de moi. Je parle pas de la facette de la violence. J'ai adoré cette facette d'aller la regarder droit dans les yeux et d'aller me dire que quand on est deux combattants, qu'on s'est entraîné, parce que tout ce que je fais, moi, c'est sur du long terme. Mon combat, je ne l'ai pas fait avant 3 ans. Je me suis entraîné pendant 3 ans avant de me dire que je me donnais l'autorisation de le faire, d'aller le développer et tout ça. Mais j'ai dû aller affronter ma peur de blesser l'autre, la peur de ne plus être un gentil garçon, d'être le gentil garçon parfait et autres. Non, quand tu montes sur le ring, c'est pour éclater l'autre que tu as en face de toi. Mais pas éclater dans le mauvais sens du terme. Il y a un espèce de respect assez incroyable et c'est là où je pense que tu ne te connais pas tant que tu t'es pas battu dans les règles de l'art, en prenant la philosophie des différents sports de combat. Moi, je fais de la boxe anglaise et en fait, il y a une sorte de fraternité assez folle qui se fait parce que quand tu tapes dans le gant de l'autre, tu assumes que tu peux faire mal à l'autre, tu assumes qu'il puisse te faire mal et ça fait partie des règles du jeu. Et moi, je suis allé affronter ces trucs-là. Ma peur de ne pas être à la hauteur. Ma peur d'être jugé par les autres. Parce que quand tu montes sur un ring et que tu as 500 personnes, t'en as qui t'aiment pas. Et moi, j'ai adoré aller vivre ce truc-là. Parce que quand je monte sur le ring, le plus beau cadeau, j'entends un mec, il y a ma musique, c'est un show un peu, il y a un gros show et tout ça, j'ai ma cape, je commence à monter, j'avance, et il y a mon caméraman qui me suit derrière, parce que j'aime bien commencer à documenter ce que je vis,
Et il y a le caméraman qui est juste derrière et j'entends un mec dans le public dire « Le gars, il monte avec un regard de tueur. » Et ça paraît anecdotique comme ça. Mais pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Pas parce que j'ai envie de tuer l'autre, j'ai pas envie de le tuer. Mais on a tous les deux choisi d'être là. Et que, par contre, j'ai le droit d'aller voir cette facette un peu moins belle, un peu moins brillante, qui est un peu plus dark de ma personnalité et qui fait partie de moi et que j'assume de la montrer en face d'un public. Qui n'est plus de « Oh, il est gentil, oh, il est machin, oh... » Non, non, non. Là, on a tous les deux signé d'être là. On a tous les deux choisi d'être là. Et on a tous les deux de jouer avec nos cartes. Et moi, ce truc-là, je pense qu'il est important d'aller le voir, d'aller l'assumer. Il y aurait beaucoup moins de conflits sur cette planète si la plupart, et souvent des hommes, allaient voir cette forme-là et cette partie-là qui fait partie de l'homme, de l'être humain, du monde animal de manière générale. Et ce truc-là, il est intéressant à aller regarder et j'ai adoré aller boxer devant du public. Eh ben, ça va être le mot de la fin. Ça va être le mot de la fin, on est à 59 minutes, tu vois. Ah ouais, je dépasse. Ah non, c'est bon, c'est parfait. Et donc, je te remercie Grégor. Et puis, bien évidemment, on va se retrouver à la suite pour parler des enseignements, des retours qu'on pourra faire de cette émission. Je t'enverrai ça. Et à très bientôt sur La Traversée. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.